lorsqu'elle va se retrouver avec M. Diawara, elle se marie en 1935. Elle est déjà elle-même sage-femme. M. Diawara était médecin de formation. Les deux vont donc se mettre ensemble pour essayer de faire prendre conscience au peuple malien de la collusion entre l'islam, le christianisme et le colonialisme. C'est-à-dire que l'islam était devenu une idéologie qui justifiait le colonialisme français. C'est-à-dire la France avait mis en avant des marabouts qui étaient pour que la France reste au Mali et exploite le Mali. Donc, à partir de ce moment-là, la France n'avait plus besoin de christianiser le Mali. Il lui suffisait d'instrumentaliser les musulmans francophiles qui allaient être à la base de succès de son système colonial. Voilà donc comment ce mariage, qui a commencé sous de beaux offices, va devenir maintenant un boulet pour Awa Keïta. Parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas ce sympathique M. Diawara qui était un problème, mais sa famille. Sa famille voulait qu'il prenne d'autres femmes qui avaient été préparées pour lui. Souvent, on préparait des femmes alors qu'elles avaient seulement 2 ans. Et la femme rencontre le monsieur le jour même où il faut qu'elle aille lui faire des enfants. Et souvent, il y avait même des gens qui préparaient les femmes par rapport à leur cycle menstruel pour qu'elles fassent l'enfant le soir même qu'elle a vu l'inconnu pour la première fois. Donc, c'est comme on accouple du bétail. Donc, ce que elle a dit, c'est qu'elle refuse le dictat d'une famille qui se prétend musulmane sur son couple. Alors, c'est très rare qu'une femme divorce ou qu'une femme demande le divorce. Eh bien, Awa Keïta, là encore, a été une pionnière. Elle a dit, si je dois choisir entre ma liberté de conscience, ma liberté de pensée, ma liberté de parole et le dictat d'une famille, le dictat d'un homme, le dictat d'un clan, je choisis ma liberté de pensée, ma liberté de parole et ma liberté de conscience. Et elle a fait ce choix, ce qui a entraîné un divorce entre les deux. Nous sommes en 1935. Comment Awa Keïta est-elle parvenue à créer la première section d'un parti politique qui va menacer les intérêts du colonialisme français pendant 40 ans? Le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Il y a une légende qui veut que Houphouët-Boigny ait créé le RDA. Je crois que c'est une légende que Houphouët-Boigny a créée lui-même. D'ailleurs, à ce sujet, comme je l'ai dit aux Ivoiriens, il est hors de question que nous assumions l'héritage d'un des plus grands traîtres aux intérêts de l'Afrique, à savoir Houphouët-Boigny. Il en est de même de Léopold Sédar Senghor. Il en est de même de Omar Bongo Ondimba. Il en est de même de tous ceux qui ont bradé les intérêts de l'Afrique. Donc, nous disons que sans Houphouët-Boigny, la France n'aurait pas maintenu sa domination et sa tutelle sur les pays du pré-carré francophone. C'est Houphouët-Boigny qui a joué le rôle de traître. Et le moment venu, nous rafraîchirons la mémoire des Africains. Merci Kovi. Je vais pouvoir continuer avec la 3e question. Qu'est-ce qui explique la précocité de la prise de conscience politique d'Awa Keïta à une époque où les femmes étaient confinées dans un statut subalterne? J'ai égrené les facteurs et les causes qui ont entraîné une prise de conscience extrêmement précoce dans le cadre d'un pays qui était dominé par l'islam.
et par le colonialisme français d'émanation chrétienne et catholique. Mais un événement a révolté Awa Keïta, plus que tous les autres. Parce que pour Awa Keïta, il y avait une preuve que l'Afrique n'était pas tout entière une terre de colonisés qui sont sortis de l'esclavage pour entrer dans l'antichambre de la colonisation. C'est l'Éthiopie. Nous sommes en 1935. Dans tous vos manuels scolaires, on enseigne que la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939 et qu'elle s'est achevée en 1945. La Deuxième Guerre dite mondiale a commencé en Éthiopie et en 1935 et non pas en 1939. 1939, c'est quand la coalition des nazis, c'est-à-dire Hitler et Mussolini en Italie, ont attaqué les pays d'Europe blanche. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit que la guerre a commencé. Mais on voit bien que 4 années avant, tous ces pays-là, l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, la France de Daladier, la Grande-Bretagne, étaient d'accord pour qu'on attaque un pays de Noirs. Donc d'abord, premier rectificatif, pour tous les kémites, la Deuxième Guerre a commencé en 1935 et s'est achevée en 1945. Et personne ne peut m'apporter un démenti sur ce point. D'ailleurs, je vais même dissuader une telle audace. Puisque à Genève, il y a eu une rencontre au sommet de la SDN, la Société des Nations. Et au cours de cette rencontre, l'empereur Haïlé Sélassié est venu à la tribune pour expliquer que les puissances fascistes viennent de prendre le pouvoir en attaquant un pays de la SDN. Et l'article 32 de la SDN, la charte, dit que si on attaque un pays membre de la SDN, les autres pays de la SDN doivent faire une coalition militaire pour attaquer ceux qui ont attaqué ce pays. Et l'heure de vérité a sonné. Comme on dit, Matt s'est invité dans la salle où se déroulaient ces joutes oratoires que nous avons conservées pour les archives de l'humanité. Et à l'issue d'un discours d'1h30, l'empereur qui était réfugié en Angleterre a demandé l'intervention des pays de la SDN conformément à l'article de la charte. Et voici la réponse. La France a dit, toujours cette France que nous venons, a dit ceci. On ne va pas donner un mauvais signal aux autres colonies françaises en allant au secours d'un pays de noirs afin de vaincre des pays blancs. Ce sont les mêmes qui vont venir après nous dire le fascisme menace le monde. Amenez les tirailleurs pour nous défendre. Cette duplicité caractéristique du discours mensonger de l'impérialisme français. Les Anglais ont dit, nous on a accueilli le Négus, le roi des rois, Haïlé Sélassié. Mais demandez aux Anglais d'emmener leurs troupes pour aller mourir pour des nègres. C'est excessif, c'est trop. Nous, on va l'accueillir, on va le garder, on va lui donner à manger. Mais, on ne va pas rétablir la souveraineté de l'Éthiopie. Parce que la souveraineté de l'Éthiopie n'arrange pas les intérêts de l'Angleterre. Les États-Unis d'Amérique ont dit, ce sont les Éthiopiens qui financent des troupes pour aller combattre les Blancs des États-Unis en défendant les Noirs, sous prétexte que les Noirs subissent des discriminations. Donc il est hors de question que les États-Unis aillent encourager un pays qui favorise la désobéissance civile
au nom des discriminations raciales. Donc, il y a un homme qui a sauvé la face de la dignité humaine. Cet homme s'appelait Janvier. C'était l'ambassadeur d'Haïti. Je crois même que je suis resté peut-être une 50aine de fois à l'écouter. C'était magnifique. D'abord, c'était un orateur hors pair. Deuxièmement, sa culture était encyclopédique. C'était un disciple d'Anténon Fimet. Troisièmement, c'était un diplomate qui utilisait toutes les subtilités du droit international. Quatrièmement, c'était un militant panafricaniste engagé et engagé sans réserve. À l'issue d'une envolée lyrique d'une heure, sans note, ce que seuls les Haïtiens pouvaient faire, il arrive à la phrase suivante, qui est restée célèbre. Il dit, la France qui s'est autoproclamée la patrie des droits de l'homme, la Grande-Bretagne qui prétend être à l'origine de la première déclaration des droits de l'homme, les États-Unis d'Amérique qui ont érigé une statue de la liberté et qui prétendent être à l'origine du droit international, sont aujourd'hui aux côtés de l'Allemagne nazie qui fonde son idéologie sur la hiérarchisation des races humaines et qui affirme même que les Français sont des descendants d'une race de bâtards qu'ils appellent la race alpine, qui aurait eu tel commerce de métissage avec les Arabes et les Nègres dans un passé pas si lointain. Et l'Italie de Benito Mussolini, le Duce, qui prétend que les Éthiopiens, c'est un peuple de fourmis rouges qu'on doit écraser parce qu'ils ont osé humilier l'Italie en infligeant une défaite militaire à l'Italie, à la bataille d'Adoua, et que c'est Ménélique II qui l'avait fait. Alors dans ces conditions, c'est Haïlé Sélassié qui va payer maintenant le prix fort. Et tous ces gens-là, vous pensez qu'ils vont écraser l'Éthiopie, écraser la dignité de l'Afrique, le seul pays africain indépendant. Et aujourd'hui, vous vous réjouissez. Vous faites des discours hypocrites. Mais je vous prédis maintenant quelque chose. Souffrez qu'un jour, vous ne deveniez à votre tour l'Éthiopie de quelqu'un. Souffrez qu'un jour, vous ne deveniez à votre tour l'Éthiopie de quelqu'un. Et il ajoute, ce quelqu'un-là, c'est Hitler. La France sera l'Éthiopie de Hitler. La France va être. La Grande-Bretagne sera l'Éthiopie d'Hitler. Si on y prend garde, Hitler va traverser les mers pour faire des États-Unis son Éthiopie. Donc la salle était glaciale, silencieuse. Aucun applaudissement. Aucun applaudissement. On dit quand les esprits diaboliques n'applaudissent pas, ça veut dire que les anges de Dieu sont en train de faire une ovation. C'est ça qui est arrivé. Et donc c'est une puissance. Ça dit Janvier, c'est le genre de nègres. J'attire votre attention sur leur importance. Ce sont les disciples d'Anténon Fimet. Donc, à partir de ce moment-là, la prédiction va s'avérer exacte. Parce que Hitler dit maintenant à Mussolini, puisque nous avons attaqué l'Éthiopie et qu'ils n'ont pas bougé, si on attaque la Pologne, tu crois qu'ils vont bouger? Mais non. Si on attaque la Tchécoslovaquie, tu penses qu'ils vont bouger? Non. Si on attaque la France, tu penses qu'ils vont bouger? Alors Mussolini a dit, ils vont bouger, mais trop tard. Ce sera trop tard. Parce que leurs nègres n'auront pas le temps de venir pour les sauver. Leurs nègres. C'est-à-dire, on parle des tirailleurs. Non, parce que la France n'a jamais gagné une bataille sans les nègres.
C'est extraordinaire, ça. La prochaine bataille qu'ils vont chercher là, je lance un appel. Aucun nègre ne doit venir les défendre. Ils sont indéfendables, moralement. Donc, le problème qui s'est posé, c'est que la France a été attaquée. Mais, avant qu'on attaque la France, Daladier est parti. Il a discuté avec Hitler. Et il a dit à Hitler, nous sommes prêts même à te livrer la Corse. Pourvu que tu n'attaques pas la France. Et Hitler a dit, moi, je ne peux jamais attaquer la France. Pour une raison simple. Je ne peux jamais attaquer la France. Pour une raison simple. Les Allemands et les Français, dans le passé, ils ne se sont pas toujours entendus. Mais quand la race blanche est menacée, on se retrouve toujours. Donc nous, on sait que la race blanche est menacée. Et il y a des Français qui, aujourd'hui, sont prêts à défendre Hitler. Sont prêts à défendre la race blanche. Nous, on veut juste chasser les Juifs et les nègres. Nous, on veut juste chasser les Juifs et les nègres. Et Daladier a dit, ah, si c'est pour chasser les nègres, hein, tu as le boulevard. Si c'est pour chasser les Juifs, tu as le périphérique. Donc, pour le reste, ne nous attaque pas, nous. Donc, Daladier fait maintenant un célèbre discours. Très célèbre. Il arrive à Paris. Il dit, nous avons eu le dernier mot de la fin. Le Führer nous a dit qu'il n'en a pas après le peuple français, mais qu'il en a après les gens qui abattardissent le peuple français. Les gens qui abattardissent le peuple français. Effectivement, lorsque Daladier dit ça, il se retire et quelques enclavures plus loin, les canons d'Hitler, qui attaquent la France d'une façon. C'est-à-dire, au moment où les Français étaient sûrs que Hitler était leur allié. Je dis bien, étaient sûrs que Hitler était leur allié. Et ces Français, que vont-ils faire? Que vont-ils faire? Ils vont dire au peuple français que Hitler a attaqué la France, c'est vrai. Mais Hitler a attaqué la France des nègres et des juifs. Hitler n'a pas attaqué la France de la race blanche. Et ils vont commencer maintenant à dire que ils veulent que Hitler non seulement occupe la France, mais défende la France contre les ennemis héréditaires de la France, qui ont infiltré le pays. Donc ils utilisent le terme que utilise Zemmour dans son livre et que le terroriste a utilisé lorsqu'il a fait du carnage dans une mosquée là-bas. Le terroriste australien qui a sévi en Nouvelle-Zélande. Ils ont utilisé, ça s'appelle la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que les nègres et les juifs veulent que le peuple français de souche disparaisse pour occuper la France et exploiter la France. C'est ça, c'est eux qui ont inventé cette théorie. Et cette théorie a été inventée pour la première fois, non pas par les gens comme Zemmour, mais par un des théoriciens du nazisme qui a été précurseur d'Hitler. Il s'appelait Vacher de la Pouge. Donc, j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'ils ont fait ça, on a vu le vrai visage des gens. C'est-à-dire, certains Français ont commencé à donner tout de suite leur offre de service à Hitler et à Mussolini. Parmi eux, il y a Jacques Duclos, qui était le dirigeant du Parti communiste français, qui a basculé dans le fascisme. Il y avait Darquier de Pellepoix, qui était commissaire aux affaires juives. Il y avait Pierre Laval, qui était effectivement président du Conseil. Il y avait le vainqueur de Verdun, Pétain Philippe Pétain. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient avec eux. On les appelait les jeunesses
franciscains, hein, c'est-à-dire l'extrême droite. Parmi eux, il y avait Mitterrand, qui a reçu même une médaille de ça. D'accord? Il y avait tous ces gens-là. Donc, il y avait aussi des Juifs qui, lorsqu'ils ont vu qu'on allait prendre leur bien et les déporter, ils ont dit qu'ils se convertissent tout de suite au catholicisme. Quand vous dites judaïsme, en fait, c'est une religion. Ce n'est pas une race. Ils ont dit qu'ils se convertissent au catholicisme. Parmi ceux qui se sont convertis, il y a Isaac Mendes France, qui avait des esclaves noirs à Bordeaux, là, alors que c'était interdit en France. Il y avait le grand-père, l'arrière-grand-père de Fabius. Il ne s'appelait pas Fabius, jamais. Comment tu vas voir un juif qui s'appelle Fabius? Ça ne va pas, non. Et il y avait aussi les aïeux du cardinal Lustiger. Ça ne s'appelait pas Lustiger. Jamais. Et Dassault. Ça ne s'appelait pas Dassault. Tous ces gens ont changé de nom. Et ils ont créé une organisation pour défendre leurs intérêts. Et il y avait Rothschild aussi. Tous ces gens, ils ont changé de nom. Il y avait aussi non, il y avait Strauss. Ils ont pris un nom allemand. Et après, quand il y a eu la liberté, ils ont ajouté leur vrai nom maintenant. Strauss-Kahn. Tous ces gens qui disent aujourd'hui que Dieu donnait est antisémite, que nous faisons la concurrence des mémoires, quand nous voulons défendre juste nos ancêtres. Et tout ça. Tous ces gens-là, ils ne se sont jamais battus pour la France. Jamais. Jamais. Ils ne se sont jamais battus pour la France. Par contre, ils ont récupéré tous leurs biens. Et ils se sont défendus dans une organisation qui était basée à Bordeaux, dont j'ai parlé dans des conférences, je ne reviendrai pas. Donc, ces groupes de personnes sont restés neutres, entre guillemets, quand la France était attaquée. Qui s'est battu? Le général de Gaulle a fui en se déguisant pour aller à Londres. Les gens fuyaient. C'est là où on a vu que c'est un peuple de fuyards, en fait. C'est-à-dire c'est des fuyards, en fait. Quand ils sont en danger, ils fuient. Et attention, on est parti chercher des nègres. Parce que les nègres ne fuient pas. Et qui est parti chercher les nègres? Un nègre. Le gouverneur général Félix Eboué. Je parle de ça parce que Awa Keïta va jouer un rôle capital pour empêcher les Noirs d'aller se battre pour la France. Que vos mères sont ici, souffrent. Et vous allez mourir dans un pays qui ne vous accordera même pas, si vous êtes blessé, la pension. Vous restez en Afrique. Nous sommes contre la conscription militaire forcée. Awa Keïta. Personne au Mali ne doit aller se battre pour la France. Personne en Guinée. Personne au Sénégal, etc. Donc, si j'ai donné ces exemples, c'est pour montrer que un des combats qu'elle a mené, c'est lutter d'abord contre le travail forcé. C'est-à-dire travailler pour les Européens sur des terres africaines sans salaire. On a dit que c'est Houphouët-Boigny qui a aboli le travail forcé. Mais où? Quand? Quel document? Hein? Et je ne suis pas un convict sans mémoire. D'autre part, on sait aussi que ce n'est pas Houphouët-Boigny qui a fondé le Rassemblement démocratique africain. C'est Mamadou Konaté. Qui est Mamadou Konaté? C'est quelqu'un qui a lutté aussi contre la déportation des Africains pour aller se battre pour la France, pour aller mourir pour la France. Parce que la France s'est avérée ingrate. Parce que, si je donne un seul exemple, il y a un tirailleur brave qui s'appelait le tirailleur Koudou. Le sergent
Koudou. Il s'est retrouvé sur le champ de bataille. Il était tellement brave que lui, il a pu échapper aux canons et aux obus. Mais son supérieur hiérarchique blanc, dont je tairai le nom, mais dont je dirai le prénom, Laurent, lui, il a été pris sous le canon. Et, acte de bravoure suprême, pendant qu'il se vidait de son sang, le sergent Koudou sort de sa cachette pour aller le prendre au risque de prendre des obus. Pour le sauver. Malheureusement, il est mort dans les bras du sergent Koudou. Il était raciste comme tous les autres. Il était raciste comme tous les autres. Et le soldat Koudou a dit, quand quelqu'un meurt en Afrique, pour ne pas oublier cette personne, on donne le nom à son enfant. C'est comme ça que Laurent Gbagbo est devenu Laurent. Et la France a oublié tout ça en étant ingrate. Et il y a d'autres cas d'ingratitude, comme le cas de Lamine Senghor, celui qui a créé la Ligue de la défense de la race nègre, pour la première fois. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la France sous-traite toujours ses combats aux nègres. Parce que les Français n'aiment pas se battre. Ils cherchent la bagarre. Et quand la bagarre commence, ils fuient. Et ils disent aux nègres, allez vous battre. Donc, nous disons que Awa Keïta était une grande dame qui a dit au corps de nos enfants doit aller se battre pour un pays qui est ingrat. Elle va assurer la propulsion d'un homme, Mamadou Konaté. Qui est Mamadou Konaté? Mamadou Konaté est le leader du Rassemblement démocratique africain et son fondateur. Ce n'est pas Houphouët-Boigny. Il y a un homme qui a menti, sciemment, sous serment. C'est un Antillais qui s'appelle Gabriel Lisette. La France l'a amené pour diriger le Tchad. Parce que pour diriger les Africains, on amenait des Antillais assimilés à la France. On leur disait, allez diriger les nègres. Ça a été également le cas de René Maran, en Centrafrique, qu'on appelle Lubangui Chari. René Maran. C'est lui qui a écrit le roman là, qu'on appelle Batouala, véritable roman nègre. Mais Batouala, ça n'existe pas. C'est un titre de petit nègre. Le vrai nom, c'est Abatawala. Abatawala, qui veut dire, en fait, le trône qui est vide. Donc Batouala, c'est tout simplement, il restitue ce qu'il a cru entendre d'une langue, qui est le Baya. Donc il restitue, mais il ne connaît pas. Dans son roman, on le connaît, mais Gabriel Lisette ici va mentir sciemment en disant que c'est la France qui est à l'origine de l'émancipation des Africains, que c'est la France qui est à l'origine de la création du RDA, parce que la France a donné le feu vert à l'illustre Félix Houphouët-Boigny, qui n'était pas illustre, mais qui était un traître. Houphouët-Boigny était un traître à l'Afrique. Et d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, Cheikh Anta Diop, qui connaît bien, parce que c'est lui qui a dirigé ce qu'on appelle l'association des étudiants du RDA. Cheikh Anta Diop dit ceci. C'est en février 1952, alors que j'étais secrétaire général des étudiants du Rassemblement démocratique africain, que nous avons posé pour la première fois le problème de l'indépendance politique du continent noir et celui de la création d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Cet article, qui n'était alors que le résumé de Nations nègres et culture en cours de publication, traitait des aspects politiques, linguistiques, historiques, économiques, sociaux, etc. de la question. Il est certain qu'à l'époque, les députés malgaches et le leader camerounais, Rouben Oumniobé, mis à part, aucun homme politique africain noir, francophone, n'osait parler d'indépendance, de culture, oui de culture, et à plus forte raison de nations africaines à bâtir. Les déclarations qui ont cours aujourd'hui à ce sujet frisent l'imposture et sont pour le moins des contre-vérités flagrantes. Il serait édifiant de
faire l'historique de ces notions d'indépendance nationale et d'État fédéral africain employées positivement et non pour être réfutées sous la plume des soi-disant pères fondateurs de l'indépendance africaine, même s'ils antidatent leurs écrits. Si les priorités indiquées dans ce livre, dont le titre est connu, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, si les priorités indiquées dans ce livre avaient été prises en considération au moment opportun, surtout en ce qui concerne l'équipement hydroélectrique, l'Afrique noire serait aujourd'hui à l'abri des difficultés économiques engendrées par la crise du pétrole et de la sécheresse. Un plan rationnel d'industrialisation consiste à équiper d'abord les immenses sources d'énergie dont la nature a doté l'Afrique et à rendre ainsi possible tout le processus du développement corollaire. Au commencement était l'énergie, tout le reste en découle. Si l'utilisation de cette énergie surabondante est un problème pour les sociétés privées qui se placent sous l'angle de la rentabilité capitaliste externe, pour un pays en voie de développement devant stimuler de multiples activités et créer tous les organes indispensables pour son entrée dans l'ère industrielle, l'idée d'un excédent d'énergie est strictement et logiquement un non-sens. Cheikh Anta Diop. Donc nous disons ceci. Je résume en 3 points. 1. Seuls les leaders malgaches, Raseta, Ravoangi, Rabé Manandjara, le leader Ruben Oumniobé du Cameroun, dont l'UPC n'était que la section territoriale du RDA, le leader du Mali, Mamadou Konaté, fondateur du RDA, le leader de la Guinée, Sékou Touré, le leader du Niger, Djibo Bakari. Seuls ces gens-là parlaient d'indépendance en Afrique noire. Tous les autres, à savoir Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Hubert Maga, président de mon propre pays, le Dahomey, Diori Amani, président du Niger. Évidemment, le président de la Haute-Volta de l'époque, Maurice Yameogo, tous ces gens-là, Léon Mba, président du Gabon, ils étaient contre l'indépendance. Et ils suppliaient De Gaulle de maintenir la colonisation, mais d'africaniser les cadres de la colonisation. Ce qui veut dire de les mettre, eux, au pouvoir pour coloniser les nègres. C'est-à-dire de faire leur promotion en tant que colons noirs. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc, si on veut réécrire l'histoire d'Afrique, nous voulons bien. Mais il va falloir le faire sur des documents. On ne pourra pas le faire par une phraséologie pédante, confuse, visant à tromper le peuple et la jeunesse africaine. Ceci, c'est terminé. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une femme d'Afrique, Awa Keïta, qui a organisé les premières sections du RDA, notamment au Mali, au Soudan français. Elle est même partie au Sénégal pour organiser la section du Sénégal, que Houphouët a combattu. Non, pas Houphouët, Senghor, avec Lamine Gueye. Alors que Cheikh Anta Diop était pour cette section. Ce qu'on appelle le RND, le Rassemblement National Démocratique de Cheikh Anta Diop, a été précédé par une organisation d'un nom qui s'appelle le Front National Sénégalais, que Cheikh Anta Diop avait créé pour renforcer le RDA, c'est-à-dire l'aile qui était pour l'indépendance. Mais l'aile qui était contre l'indépendance a infiltré le RDA pour pouvoir empêcher l'indépendance et maintenir la colonisation de l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Tout le reste, c'est tout simplement de la falsification dans la falsification. Et on doit cesser ça. Donc, c'est cette dame qui a organisé. Donc, elle est disciple de Mamadou Konaté,
Mais Mamadou Konaté avait un autre disciple qui a connu un sort tragique aussi. Parce qu'il a voulu l'indépendance totale et réelle de l'Afrique. Que je pose à l'indépendance nominale. Nominale et formelle, juridique. C'est-à-dire ce qu'eux, ils appellent l'indépendance dépendante. Ou l'indépendance dans l'interdépendance. Ça, c'est les Oufoué qui ont inventé ce mot-là. Oui. Donc, ceux qui ont fait ça, parmi un des plus grands leaders de l'Afrique, que l'Afrique ne peut jamais oublier, il y a Modibo Keïta. Modibo Keïta. Effectivement, Modibo Keïta a travaillé avec Awa Keïta. Ils ont le même patronyme, mais ils n'ont pas de lien de famille. Sauf que leurs ancêtres communs, c'est Soundiata Keïta et les grands dignitaires Keïta du Mali. Donc, je voudrais que chacun de nous comprenne, et c'est sur ça que je vais finir, que la France a créé dans ces pays-là, le Sénégal, le Mali, ce qu'on appelle l'islam noir, que l'administrateur des colonies Vincent Montel présente dans cet ouvrage. Et l'islam noir s'oppose à l'islam sunnite orthodoxe sur un point capital. C'est que ce sont des noirs qui adhèrent à une version de l'islam, qui est une version tolérante, qu'on appelle aussi soufiste, mais qui ont été dépouillés de leurs prérogatives politiques par des infiltrés, des taupes, qui sont devenus des marabouts qui sont pour le colonialisme français. Des marabouts colonialistes français. Et la France adore ça. La France adore ça. C'est sur ces marabouts que la France s'est appuyée pour faire du Sénégal le fer de lance de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest. À partir des 4 communes dont j'ai parlé, à savoir Gorée, Rufisque, Dakar et Saint-Louis. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que Awa Keïta n'a pas seulement été pour l'émancipation des femmes africaines. Elle a été pour l'indépendance totale et réelle de l'Afrique noire. Une indépendance économique, souveraineté économique, souveraineté diplomatique, souveraineté militaire, souveraineté intellectuelle, souveraineté juridique. Elle a lutté, c'était la femme qui a fait ça. Voilà pourquoi la France n'en a jamais parlé. On n'en parle jamais. Si on n'avait pas fait ça là, beaucoup de femmes ne sauraient même pas qu'elle a fait ça. Parce que, bien qu'elle ait fait son autobiographie, ce n'est pas diffusé. Hein? Présence africaine a du mal à vendre ça. Je crois que le scoop que Narmer et moi on fait ce soir, ça va doubler les ventes. Parce qu'il suffit que Rek Miret et Narmer, c'est-à-dire le grand Narmer et Rek Miret, prennent leurs responsabilités. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que nous voulons aussi que toutes les femmes africaines acquièrent cet ouvrage. Mais pas seulement les femmes. Il faut que les hommes achètent ça pour leurs épouses, pour leurs filles, pour leurs mères. Donc nous lançons une campagne de diffusion de cet ouvrage à partir de Taméry. Vous voyez, ce live n'en est qu'une introduction et ça va permettre aux ayants droit d'Awa Keïta de toucher quelque chose au moins pour réhabiliter la mémoire de leur mère et de leur grand-mère, de leur aïeul. Merci, Kobi. Je vais donc pouvoir enchaîner avec la 4e question. Quelle est la thèse centrale de l'autobiographie d'Awa Keïta intitulée « Femme d'Afrique » Awa Keïta considérait que les paysans sans terre, les paysans pauvres d'Afrique, sont les parents pauvres du système capitaliste mondial. Frantz Fanon les appelait les damnés de la terre. Mais certains les appelaient aussi les forçats de la faim. Mais aussi Jean Ziegler avait des noms pour les désigner. Et il considérait que comme la France est les 3/4 de l'humanité, la France a créé
un transfert d'agressivité que lui, il appelle la haine de l'Occident. La haine de l'Occident n'est pas due aux Noirs, aux Amérindiens. La haine de l'Occident, c'est le suicide que l'Occident prépare pour lui-même. Le suicide que l'Occident... C'est-à-dire, ce n'est pas la haine contre l'Occident, c'est ça que je veux dire. Le titre doit être interprété comme la haine que l'Occident véhicule et qui va tuer l'Occident. Sa propre haine. C'est ça que Ziegler dit. Un très grand sociologue suisse qui a dit la vérité sur beaucoup de points. Il a même écrit un ouvrage très grave intitulé « Une Suisse au-dessus de tout soupçon ». Quand vous lisez cet ouvrage, vous comprenez qu'en fait, c'est la Suisse qu'on a utilisée pour financer toutes les guerres en Afrique. C'est la Suisse qui a financé la bombe atomique des nazis en Afrique du Sud. C'est des nazis. Des gens comme Botha. Tout ça, c'est des nazis en fait. C'est du nazisme tropicalisé. Donc, ce que nous disons, c'est que les parents pauvres, non pas de la mondialisation, mais les parents pauvres du capitalisme financier mondialisé, c'est les paysans sans terre d'Afrique. Elle revendique l'héritage des paysans. Elle dit même, il faut retourner à l'école des paysans d'Afrique. Mais, les paysans d'Afrique, dit-elle, ont aussi leurs souffreuses douleurs. Ce sont les femmes paysannes. Donc l'Afrique ne peut pas être libérée sans l'émancipation des femmes paysannes. Donc Awa Keïta, c'est qui? C'est l'avocate des femmes paysannes d'Afrique. Qui porte sur elle la survie de l'Afrique. L'agriculture, qui font les enfants, qui font la vie de l'Afrique. La résistance de l'Afrique. Mais qui sont celles que le système tue avec la complicité des hommes africains. Voilà, c'est la thèse centrale. Et je dis que non seulement le diagnostic est correct, mais l'analyse est sans faille. D'ailleurs, comme j'ai lu un extrait tout à l'heure, vous avez pu admirer les qualités d'écriture. La façon dont elle restitue les contes africains. La puissance de son verbe. L'Afrique n'est pas une civilisation de l'oralité. L'Afrique est une civilisation du verbe créateur. Et s'il en est une preuve, une illustration, cette illustration, elle tient dans ce que j'appellerais la puissance d'évocation de la plume de Awa Keïta. Quel rôle Awa Keïta a-t-elle joué dans l'organisation du premier congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain? C'est très simple. C'est Awa Keïta qui a organisé ce qu'on appelle le secrétariat exécutif du Rassemblement démocratique africain. C'est quoi le Rassemblement démocratique africain? C'est le premier parti qui soit une fédération de mouvements politiques en Afrique sous domination française. Des phénomènes comme ça avaient existé un demi-siècle avant dans l'Afrique sous domination anglaise. Mais nous, on est toujours en retard à cause de l'assimilation, à cause des méthodes de l'impérialisme français, qui sont des méthodes génocidaires, génocide culturel, ethnocide, et je dirais même négation de notre identité linguistique. Au nom de la promotion de la francophonie, au nom de toutes ces politiques qui ont rendu l'Afrique exsangue, l'Afrique sous domination française, qui est en retard. Je n'en donnerai d'ailleurs que 3 preuves. Sur les 40 milliardaires que l'Afrique connaît, il n'y a pas un seul francophone. Sur les 40 milliardaires que l'Afrique connaît, il n'y a pas un francophone. S'il y en a un, comme le cite, comme certains disent sur Internet, que Corvi aligne des chiffres invérifiables. C'est invérifiable pour ceux qui ne lisent pas. Pas pour Corvi. Parce que Corvi, lui, il lit. Donc vous ne lisez pas. Comment voulez-vous? C'est l'opération du Saint-Esprit qui va vous donner les chiffres? Alors, je ne discute même pas. Ce que je dis, j'avance les chiffres et à charge pour ceux qui lisent, d'aller les vérifier. Voilà. Seul cela m'intéresse. D'autre part, je dis ceci. Il n'y a aucune industrie dans un pays sous domination française.
Aucune industrie. Vous allez entendre souvent, oui, mais il y a des industries qui travaillent en Afrique, en Côte d'Ivoire. Vous demandez si tel un nom. On va dire Bouygues. Bouygues, c'est africain, ça? C'est ivoirien, ça? Depuis quand? On va dire Bolloré. Ouais, mais c'est africain, ça? On va dire Nestlé. Nestlé, c'est africain. C'est des multinationales occidentales qui ont une situation de monopole en Afrique. Ce n'est pas des industries africaines. J'appelle industrie une organisation économique de type pratiquement militaire qui produit de la richesse à partir de l'existence de capitaines d'industrie et à partir aussi de ce qu'on appelle des fonds d'investissement. C'est le seul homme qui a ça en Afrique. Il s'appelle Dangote. Et c'est dans la cimenterie. Et il est du Nigeria. Il n'est pas dans un pays francophone. C'est le deuxième point. Et il n'y aura pas de démenti. Personne ne peut citer un démenti. Troisième chose. On me dit que les pays sous domination française ont une monnaie stable qui s'appelle le CFA. D'accord. Alors moi je vais vous dire, je vais vous faire une révélation. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit jamais. Ça m'étonne souvent. Parce que nous allons faire des marches à Chamalières, etc. Mais il faut dire une chose simple. C'est que le CFA, qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. On n'a pas dit le franc des États indépendants. N'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie française qui n'existe plus en France. Parce que le franc n'existe plus. Parce que certains disent le franc CFA qui est la monnaie des pays africains. Non. Ce n'est pas une monnaie des pays africains. C'est une monnaie de la France. Hein? Il faut être précis parce que je ne sais pas pourquoi les nègres aussi mentent comme ça. Hein? Parce qu'ils sont complices de tout ça. Hein? Donc ils donnent une terminologie qui égare. Il faut être clair. C'est la monnaie française qui n'existe plus en France. Pourquoi? Parce que l'euro, c'est la monnaie indexée sur le Deutsche Mark et le franc suisse, qui sont des monnaies qui n'ont jamais subi d'inflation, qui n'ont jamais subi de déflation. Et ces monnaies-là, jamais on ne les a fait comme on a fait pour le CFA, d'évaluer. Donc ces monnaies, la banque allemande, l'Allemagne n'ayant aucune colonie, l'Allemagne n'ayant aucune base militaire, l'Allemagne n'ayant pas l'équivalent de la France-Afrique, l'Allemagne n'ayant pas l'équivalent même du franc CFA. Mais l'Allemagne a colonisé le Togo, l'Allemagne a colonisé le Cameroun, l'Allemagne a colonisé la Namibie, mais l'Allemagne n'a jamais de base militaire là-bas, en Afrique. Mais l'Allemagne est devant la France, économiquement. Normalement, il était interdit à la France de garder sa monnaie, le franc. La France devrait être dans la zone euro. Vous savez ce que la France a fait? La France a créé une zone clandestine pour pouvoir mettre le CFA. Et il n'y a pas une monnaie CFA. Il y a deux. Il y a le CFA de l'Afrique centrale et le CFA de l'Afrique occidentale. Et les deux, on ne peut pas les convertir. Si tu vas aujourd'hui au Gabon avec le CFA que tu as eu au Bénin, les banques gabonaises ont reçu l'ordre de la Banque de France de ne pas te donner l'argent. Si tu viens en France, on dit on ne connaît pas cette monnaie. Donc c'est une monnaie qui repose sur une zone monétaire clandestine, illégale et fantomatique. Il y a une manière de détruire cette monnaie. C'est que les consommateurs africains d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, qui lui donnent encore la force, cessent de payer dans cette monnaie. C'est fini. Il suffit de 4 mois. Tout ces débats sur le franc CFA, ce n'est pas la peine. Il suffit de 4 mois. En 4 mois, on ne consomme plus. On ne prend plus. Tu n'achètes plus du riz en CFA.
Tu achètes du riz en quoi? On s'est dit, la monnaie du Ghana. Enfin, c'est fini. Parce que la monnaie du Ghana n'a jamais été dévaluée. Elle est indexée sur la monnaie chinoise, qui est la plus puissante du monde. Ce n'est pas le dollar. Nous connaissons les fluctuations du dollar. D'ailleurs, il y a le dollar canadien et le dollar US. Il ne faut pas confondre les deux. Donc moi, je pense que cette histoire de CFA même, on fait tellement de bruit autour, en oubliant que ce qui est important, ce n'est pas tellement la monnaie. Ce qui est important, c'est l'institution qui va battre monnaie. Et cette institution s'appelle quoi? La Banque centrale panafricaine. C'est ça qu'il faut créer. Et comme ils ont vu que le Ghana veut créer maintenant ça, avec une monnaie unique africaine, comme ils ont vu que le Botswana veut créer, comme ils ont vu que le Rwanda veut, tous ces pays veulent, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'argent à un Tchadien, qui est en fait le président de la commission de l'Union africaine. Et ils ont donné de l'argent à l'Égyptien Al-Sisi, qui est en fait à la tête des chefs d'État et de gouvernement. L'exécutif des chefs d'État et de gouvernement. Et tous les deux ont comploté pour dire que c'est seulement en 2045 que nous allons avoir l'étude de faisabilité de la monnaie unique africaine. Et aussi la Banque centrale panafricaine, on va en discuter en 2045. Nous sommes actuellement en 2020. C'est dans 25 ans. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Et aussi les États-Unis d'Amérique qui financent l'Union africaine. Donc, tout ce qu'ils prennent comme décision, alors que les peuples ne participent pas aux décisions, ils ont neutralisé le Parlement. Il n'y a pas de députés africains. Il n'y a que un effectif pléthorique de fonctionnaires à Addis Abeba qui sont manipulés par l'Occident. Il faut que tous ces gens-là démissionnent pour qu'on fasse les états généraux du Parlement panafricain. Il faut démissionner. Donc, de toute façon, étant donné la gravité de la situation, nous réitérons notre appel aujourd'hui. Parce qu'un des problèmes les plus importants pour Awa Keïta, c'était la souveraineté monétaire de l'Afrique. J'attire votre attention sur le fait que Awa Keïta a travaillé avec l'homme qui a pensé la sortie des pays africains du franc CFA. C'est un Camerounais, Tidjane Poueni, qui a parlé de la répression monétaire contre l'Afrique. C'est le premier. Le deuxième, c'est aussi un Camerounais. Il s'appelle Osende Afana. C'est un des dirigeants historiques de l'UPC qui est mort assassiné le 15 mars 1966 dans les Maquis. Et c'est lui qui était un grand économiste. Il a laissé un ouvrage qui a été inachevé. Parce que c'était sa thèse de doctorat. N'est-ce pas? Donc ses activités politiques ne lui ont pas permis de parachever. Il a même parlé au nom du Cameroun à la tribune des Nations Unies, au Sendé Afana. Hein? Donc vous savez bien que c'est lui aussi qui parlait de la monnaie. Nicolas Agboou est leur disciple. Nicolas Agboou est leur disciple. Donc ce que nous voulons dire, la question du CFA n'est pas une question qu'on doit dissocier de la question de la Banque centrale panafricaine. Les deux sont liés. C'est une banque centrale qui bat monnaie. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de battre monnaie en Afrique? C'est deux banques françaises qui se font passer pour des banques africaines. Il y a la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la Banque de France qui dirige ça, en fait. Et il y a aussi la BEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Donc, ce que je veux dire, tant que ces deux banques-là vont exister, vous pouvez faire des manifestations sur le CFA, comme vous voulez, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que seules des institutions souveraines permettent de battre des monnaies souveraines. Vous ne pouvez pas battre une monnaie souveraine en faisant des marches. En faisant des marches. Il faut donc organiser l'Afrique sur la base de ce que j'appelle des institutions qui vont sous-tendre le projet des États-Unis d'Afrique. Hein? C'est ça qu'il faut faire. C'est pas chacun fait sa petite monnaie de son côté. Comme Sékou Touré est sorti de la zone franc. Il a créé le Cili, la monnaie de la Guinée. Qu'est-ce que la France a fait? La France a pris des billets du Cili et elle a fabriqué des faux billets
Et elle a inondé le marché de la Guinée. Et le Cili, à un moment donné, ne valait plus rien. La France a tenté la même chose avec le Dalaï. La France a tenté avec tout ce... La Mauritanie est sortie de la zone franc. Mais la France a attaqué la monnaie de la Mauritanie. Vous voyez? Parce que la Mauritanie n'a pas une banque centrale souveraine. La Mauritanie n'a pas de banque centrale souveraine. La Mauritanie a une monnaie, mais c'est une monnaie de singe. La seule monnaie qui puisse être une monnaie sans inflation, une monnaie ayant une valeur indexée sur nos réserves en or, c'est la monnaie unique africaine. Et on ne peut le faire que si on crée la banque centrale panafricaine. Ceci pour que les Africains, et Awa Keïta était pour la monnaie unique africaine. En quelle année? En quelle année? 1948. Oui. Elle en parle largement dans son livre. Oui. Donc, le temps me manque. C'est tellement riche. Oui, suivant. Quels sont les combats essentiels menés par Awa Keïta au moment de son engagement pour l'indépendance réelle et totale de l'Afrique? Awa Keïta a mené 5 combats essentiels. Je crois que cette question sera extrêmement synthétique. Ma réponse aussi. Le premier combat, c'est l'émancipation des femmes africaines. Émancipation économique, émancipation juridique, émancipation sociale, émancipation intellectuelle et, bien sûr, émancipation politique. Parce que, comme vous le constatez, il n'y a qu'une seule femme qui soit présidente sur 54 États en Afrique. Et elle est présidente honorifique. Elle n'a pas de pouvoir. C'est en Éthiopie. C'est pas non. Or, il y a 70% de femmes en Afrique. Et on parle de démocratie. Donc, le problème de la représentativité des femmes dans les hautes sphères de l'administration des États et dans les hautes sphères de l'administration des banques, de l'administration des grandes écoles, de l'administration de tout ce qui concerne ce qu'on appelle les corps constitués de l'État. Et elle a même dit dans l'armée, il faut des femmes officiers supérieurs. Il faut des femmes qui dirigent la gendarmerie. Il faut des femmes qui dirigent la police. Il faut des femmes qui dirigent le renseignement, c'est-à-dire le renseignement humain en Afrique. Donc voilà le premier point. Le deuxième point, Awa Keïta dit que les femmes doivent être représentées dans un parlement distinct des hommes. Et que les hommes délibèrent sur les problèmes qui concernent la société, mais les femmes délibèrent sur les problèmes qui concernent celles qui sont au fondement de la société, c'est-à-dire les femmes. On ne doit pas dire à des hommes de mener le combat pour les femmes. Voilà. Et aucun homme ne doit représenter une femme. S'il y a des femmes sur la terre, c'est pour qu'elles se représentent elles-mêmes. Sinon, pourquoi elles sont sur la terre? Donc, l'auto-représentation de l'élément féminin de la nation. C'est ça qu'elle appelle la promotion des femmes dans toutes les sphères du pouvoir. Le pouvoir médiatique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir financier et économique, le pouvoir intellectuel et scientifique. Tous les pouvoirs, parce que tout le monde croit qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir politique. Non. Il existe d'autres sphères du pouvoir. Mais les femmes doivent investir toutes ces sphères. Troisième chose, elle dit que dans l'état actuel des choses, les femmes africaines doivent cesser d'être otages des hommes dans les familles de polygamie. Donc, toutes les jeunes filles africaines doivent être scolarisées à l'âge de 4 ans, 3 ans. Elles ne doivent pas se marier à 13 ans. Ça doit être interdit, le mariage soi-disant traditionnel arrangé, qui pour elle n'est jamais arrangé, parce que la femme elle-même n'est pas sollicitée. C'est un mariage forcé. Il faut appeler les choses par leur nom. Un chat par un chat. Donc, pour elle, le mariage forcé empêche les femmes de faire des études. Et comme les femmes ne font pas d'études, c'est 70% de l'élément de la nation qui est en dehors de la créativité intellectuelle de la nation. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que toutes les jeunes filles soient scolarisées obligatoirement dès l'âge de 3 ans. Quiconque ne le fait pas
tombe sous le coup de la loi et doit être sanctionnée au niveau du droit positif. Elle est médecin. Donc, elle dit que les femmes ne doivent pas faire trop d'enfants. Parce qu'au Mali, la moyenne, c'est 14 enfants par femme. C'est trop. Lorsqu'elle finit d'allaiter, on a encore envoyé bombarder. C'est quoi ça? Ils ne font que bombarder. Et ceux qui bombardent, ils ne travaillent pas. Parce elle dit que ce sont des gens qui vivent sur le dos du travail des femmes. Ce sont des gens qui, du matin au soir, sont sous un arbre, en train de jouer au jeu là. Toujours en train de jouer, du matin au soir. Et comme on ne peut pas vérifier statistiquement qui travaille, qui ne travaille pas, comme il n'y a pas non plus de sécurité sociale, donc les femmes sont au champ du matin au soir. Elles font 15 km pour aller chercher de l'eau. Dès qu'elles ramènent l'eau, le monsieur prend l'eau, hein, et il commence à prendre l'eau pour se débarbouiller, et il n'y a plus d'eau. La femme doit encore partir. Lui, il ne va jamais chercher de l'eau. Pourquoi? Donc, elle a dit, l'idée que Sankara a développée, selon laquelle les hommes doivent aller au marché, au moins une fois par an. Vous devez aller au marché. Tout ça. Et ça a créé un scandale. Parce que les hommes ont dit, mais comment on peut aller au marché alors que nos femmes sont là, à la maison et se reposent? Une femme n'a pas le droit de se reposer. Une femme, c'est le fardeau de la société. Mais c'est elle qui porte le fardeau du fardeau. C'est la femme. Quand une femme est là, un homme ne doit pas faire d'efforts. Parce qu'il y a la femme. La femme a été créée par Dieu pour empêcher l'homme de faire des efforts. C'est pas normal ça. Donc c'est elle qui a inspiré cette idée que Sankara a reprise. En fait, Sankara a repris cette idée grâce à un journaliste malien qui était adepte de Awa Keïta et qui était un membre de la révolution. Parce que Sankara s'est entouré de beaucoup de gens de nationalités différentes, notamment des Malgaches. Senen Andriami Rado était tout simplement un consultant pour Sankara. Mais il y a un dont on va parler bientôt qui a attaqué Senghor durement. Il s'appelait Stanislas Pero Adotevi. Donc, il a écrit Négritude des négrologues. Et bien lui, il était avec Sankara aussi. Il était conseiller pour l'agroalimentaire. Donc, il n'y avait que des Africains de nationalités différentes, des Antillais, des Caribéens, autour de Sankara. Donc, je crois que pour Awa Keïta, le 4e point, avant-dernier, c'est que partout où un Africain va, il est chez lui. Donc, il faut un passeport panafricain. L'idée vient d'elle. Il faut un passeport panafricain. Comme ça, tu vas en Guinée, tu prends ton passeport et tu as des droits. Tu vas au Bénin, tu prends ton passeport, tu as des droits. Mais l'idée selon laquelle on va passer de la conscience tribaliste et de la conscience micronationaliste à la conscience panafricaniste, ça va être dû au mariage interafricain. Voilà. Pour Awa Keïta, ce n'est pas bien qu'un malinqué épouse une malinquée. Il faut que l'enfant parle une autre langue en Afrique. Si l'enfant parle bassa, sa maman est malinquée, il a une double richesse. Il faut donc multiplier les richesses en faisant des mariages interafricains. Et elle dit même, il faut aller chercher des Guadeloupéens pour se marier avec des Maliennes. Et des Maliens pour aller se marier avec des Noirs américaines. Et tout ça. Comme ça, quand ils vont là-bas, s'ils veulent traiter les Noirs américaines comme ils traitent leurs femmes au Mali, la Noire américaine va lui faire ça dur. Comme ça, il va comprendre. Donc, les Africains polygames doivent aller à l'école des femmes noires américaines. Parce que selon elles, les Noires américaines sont des femmes qui ne se laissent pas faire. Hein? Des vraies guerrières. Donc, il faut qu'on envoie certains Africains pour leur faire des enfants. Comme ça, elles vont bien les mater. Donc, il y avait cet aspect aussi qu'il fallait quand même aussi éduquer l'homme. Il faut éduquer l'homme. Et c'est de là que vient sa célèbre phrase. Un homme est éduqué par une femme, mais les femmes
ensemble, sont les seuls à éduquer une nation. Une femme éduque un homme, ça peut être son enfant. Mais une nation ne peut être éduquée que par les femmes organisées en une seule structure. Donc, elle voulait qu'il y ait des sections des femmes au sein du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Des sections spécifiquement féminines au sein du RDA. En tout cas, elle l'a fait pour ce qui est du Mali. Malheureusement, beaucoup de femmes ont dit qu'elles sont réprimées à cause du code de l'islam lorsqu'elles font de la politique. Parce qu'une femme ne doit pas faire de la politique. C'est la politique qui doit la faire. Suivant. Pourquoi Awa Keïta a-t-elle mis toutes ses forces dans la bataille pour la création de la Fédération du Mali? Lorsqu'on parle de l'unité politique de l'Afrique, lorsqu'on parle du panafricanisme, il y a une évidence qu'il ne faut pas oublier. C'est que nous avons des États, et ces États sont nombreux. Et on a fossilisé les frontières. C'est-à-dire, on a rendu les frontières hermétiques. On n'a pas seulement rendu les frontières physiques hermétiques, mais on a créé dans la tête des Africains des frontières mentales qui font que, selon que tu sois musulman, selon que tu sois dogon, selon que tu sois malien, tu te méfies du chrétien, qui lui est ivoirien, qui lui est bété, etc. C'est frontière mentale. Donc pour elle, il faut d'abord faire une révolution mentale en Afrique. Le panafricanisme ne commencera pas une révolution mentale. Parce que si ce sont les Africains actuels là, il n'y aura jamais aucune unité. Parce qu'ils sont programmés, formatés par le système colonial pour ne jamais se percevoir comme un seul et même peuple ayant une même destinée. C'est le premier point. Donc pour elle, c'est justement la femme qui va changer la donne. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui éduque à la maison. Ce qu'on appelle l'école coranique, là, ce n'est pas de l'éducation. C'est du bourrage de crâne musulman. Ce qu'on appelle l'école coloniale, ce n'est pas de l'éducation. C'est de la propagande pour créer des auxiliaires noirs qui vont rendre possible l'hégémonie de la France dans leur pays. Ce n'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est à partir des valeurs d'un peuple. Et ces valeurs ne peuvent être transmises qu'à la maison. Donc, il faut commencer l'éducation à la maison. Et la personne qui éduque, c'est la femme. Parce que l'homme est toujours dehors, en train de chercher on ne sait quoi. Comme on dit, tu vas chercher quoi? Et le mari vient, il dit, j'étais parti à la chasse. Ah oui. Tu chasses encore? Pourtant, je suis là. Je souffre pour toi. Donc, le problème qui est posé, c'est qu'on ne peut pas confier l'éducation d'une nation à un objet volage non identifié qu'à l'homme. Voilà, on ne peut pas. Parce qu'il n'est jamais là. Il est toujours en train de courir. Et s'il voit encore une femme dans le métro, il va dire, ah, c'est ça que je voulais. Pourtant, celle qui est à la maison lui donne tout. Même des enfants. Donc, le problème qu'Awa Thiam pose, c'est que les femmes vont rédiger un programme panafricaniste de rééducation du peuple africain. Donc, ils ont refusé. Le RDA a refusé. Oufoué a refusé. Oufoué Boigny bloquer tous les projets d'Awa Keïta. Oufoué Boigny. Mais ce n'est pas lui-même qui bloquait, en fait. C'est les gens qui étaient avec lui. Hein? Notamment un Antillais. Bon, je reviendrai sur tout ça. Ce n'est pas important. Son chef du protocole, Ouénien. Et tous ces gens-là, c'est eux qui bloquaient. Vous voyez? Donc, finalement, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, a été démantelé. Parce que De Gaulle a dit, pour démanteler ça, il faut deux choses. La première, c'est faire une loi anticonstitutionnelle. C'est-à-dire une loi que la Constitution
française réprouve. C'est-à-dire De Gaulle était un homme qui a fait un coup d'état constitutionnel en France. C'est une honte. Et cette loi s'appelle la loi cadre. Pourquoi on dit loi cadre? Parce que c'est une loi qui n'est pas constitutionnelle. La loi cadre de 1956, qui a été portée par 2 hommes, avec l'aide du feu aussi. Le premier s'appelle Gaston Defferre, et le deuxième s'appelle Souroumigan Akpiti, qui est du Dahomey, de mon pays. Et c'est quoi cette loi? Comme la France a vu que le RDA voulait que les pays qui sont dans l'Afrique occidentale française créent une fédération politique qui va adopter Nkrumah, la doctrine de Nkrumah, dans un ouvrage intitulé Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir. Et aussi le livre de Diop Cheikh Anta, les fondements économiques et culturels de l'État fédéral d'Afrique noire. Eh bien, la France a dit, il faut démanteler l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, il faut démanteler. Et à sa place, il faut mettre des petits pays qui n'ont aucune souveraineté. C'est ça le Niger, c'est ça le Dahomey, c'est ça la Haute-Volta et tout ça. Sinon avant, c'est à Dakar qu'on décidait tout pour l'AOF. Et l'AEF existait aussi. Donc il fallait démanteler les 2 fédérations. C'est ça qu'on a appelé la balkanisation de l'Afrique noire par la France. C'est la loi 4 de fer. Et Houphouët portera les stigmates de cette trahison gravissime. Houphouët-Boigny. Ensuite, une deuxième trahison très grave encore. 1963, on n'est plus en 1956. Cette fois-ci, on se retrouve en Éthiopie par la volonté de l'empereur Haïlé Sélassié. Et on dit à tous les délégués africains de tous les pays, on va entendre des propositions à partir desquelles l'organisation de l'unité africaine va fonctionner. Et à partir de ça, on va rédiger une charte. Donc, Houphouët n'avait aucune proposition. C'est un soi-disant médecin dont les parcours académiques sont même douteux. En ce qui concerne Léon Mba, lui, il a pleuré. Parce que de temps en temps, les nègres pleurent. C'est-à-dire, on dit que telle personne est morte et Bokassa vient, il pleure. La reine d'Angleterre dit, c'est quoi ce nègre qui pleure, c'est quoi? Bon, donc, il y a Iboni qui a pleuré. Quand on a dit Charlie, on a tué les gens ici, il a pleuré. Le nègre pleure, c'est bizarre. Donc, à un moment donné, ils ont dit, tous les chefs d'État doivent dire s'ils sont d'accord avec le projet de Nkrumah. Parce que personne d'autre n'avait de projet. C'est ce projet qui est dans Africa Must Unite. Je résume. 1. Il faut une armée continentale avec un commandement, une chaîne de commandement unique pour empêcher les bases militaires étrangères et les rébellions. 2. Il faut une banque centrale panafricaine pour battre une monnaie unique et empêcher les fluctuations de devises et la ponction des richesses de l'Afrique par des puissances extra-africaines. 3. Il faut une université panafricaine pour permettre à tous les Africains d'avoir un enseignement basé sur la défense des intérêts des États-Unis d'Afrique. 3. Il faut une cour constitutionnelle juridique panafricaine pour empêcher la France de donner le droit européen pour régler les problèmes africains. Et il faut une cour pénale panafricaine. Ils ont créé une cour pénale internationale où ils envoient maintenant les souverainistes. Dernier point, il faut que les Africains aient ce qu'on appelle le Congrès mondial panafricain. Et ce Congrès mondial panafricain doit unir les Africains du continent et les Afro-descendants. Tous les Africains qui sont aux États-Unis, en Guadeloupe, partout, ils doivent avoir des terres en Afrique. Ils doivent avoir une économie. Ils doivent investir dans l'économie africaine pour créer les États-Unis d'Afrique. C'est ce projet que fait actuellement le Ghana. On appelle ça Back to Africa Project et ça remonte à Marcus Garvey au moins. Donc nous disons que
Awa Keïta était d'accord avec tout ça. Et le président de son pays a dit que lui, il est d'accord pour abandonner la souveraineté de son pays. Mais Awa Keïta était dans la salle. Vous voyez? Qui a dit encore qu'il est d'accord? Sékou Touré. On peut dire tout ce qu'on veut de Sékou Touré. Sékou Touré a dit qu'il est d'accord pour les États-Unis d'Afrique. C'est ça, c'est là où on doit juger quelqu'un. Parce qu'on nous dit que quelqu'un est dictateur. Si tu es dictateur et que tu veux les États-Unis d'Afrique, tu es un bon dictateur pour Covid. J'appelle ça un bénévolent dictateur. C'est-à-dire un dictateur bienfaiteur pour le peuple africain. Nous n'avons pas besoin des démocrates faiblards qui acceptent des bases militaires étrangères en Afrique. On n'a pas besoin de cela. Donc, la question que nous posons est celle-ci. Pourquoi ce programme de Nkrumah n'a pas été appliqué 50 ans après? Pourquoi l'Afrique, aujourd'hui, en est au point zéro, alors que toutes les solutions ont été trouvées par des Africains du temps des Garvey? Voici ma réponse. C'est parce que il existe des ennemis extérieurs qui sont alliés et coalisés avec des ennemis intérieurs. Ces ennemis intérieurs, ce sont les gens qui dirigent actuellement l'Afrique. Et quand nous disons nos dirigeants, c'est une façon de parler parce qu'on ne les a jamais désignés. Ils ont été désignés par des puissances étrangères et ils ont été imposés par des puissances étrangères. Et pour prouver qu'ils sont des ennemis intérieurs, ils ont leur résidence secondaire en Europe, où ils vont passer leurs vacances. Ils ont leur compte en banque en Europe. Ils viennent se soigner en Europe. Ils mettent leurs enfants pour les scolariser en Europe. Donc tout ce qu'un être humain peut faire pour garantir son bien-être et sa descendance, ils le font en Europe. Donc c'est quoi? Ce sont des mercenaires nègres au service de l'Europe. Voilà ma position. Si quelqu'un peut dire logiquement que ce que je dis ce soir relève de la démence, qu'il le montre. Parce que nous parlons avec rigueur et les faits. Donc, je dis que Awa Keïta, non seulement on doit redécouvrir le travail qu'elle a fait, mais toutes les femmes doivent diffuser son livre. C'est-à-dire, à partir de maintenant, je lance un appel aux femmes africaines qui sont dans les réseaux de conscientisation du panafricanisme, de faire en sorte que tout le monde, au Togo, au Cameroun, au Burkina Faso, tout ça connaisse le combat de cette femme. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais est-ce que les femmes ont subi pour en arriver là? Ou est-ce qu'il y a des femmes qui ont combattu, mais vous ne les connaissez pas? Si vous ne les connaissez pas, comment pouvez-vous parler d'émancipation de la femme? Il faut les faire connaître. Donc cette promotion doit commencer à partir d'aujourd'hui. Merci Kovi. Nous allons pouvoir aller vers la fin. Quelles sont les véritables causes de l'échec de la Fédération du Mali? La Fédération du Mali, c'est une tentative entre le Soudan français, c'est-à-dire ce qu'on appelle les républiques actuelles du Mali, et le Sénégal, d'abolir leurs frontières pour faire un seul État. Cette idée émane de Mamadou Konaté. Aujourd'hui, personne n'en parle. On ne sait pas qui est Mamadou Konaté. Faites un sondage. Vous allez voir combien de gens sont capables de vous dire qui est Mamadou Konaté. Par contre, vous dites Houphouët-Boigny. Tout le monde connaît. Et la France a dit, c'est le père fondateur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je veux juste rectifier. C'est le père fossoyeur de la servitude ivoirienne. C'est un traître tel qu'il n'en existe pas longtemps. L'Afrique ne se souviendra de lui qu'en tant que traître. Et d'ailleurs, il a fait une cathédrale. En faisant cette cathédrale que personne ne fréquente, qui est plus importante même que la cathédrale de Rome. Hein? Et quand il a fait cette cathédrale, il a ensuite mis des crocodiles à côté. Pourquoi il a mis des crocodiles à côté? Des crocodiles qui ont même mangé un enfant sénégalais. Pourquoi il a mis des crocodiles à côté? Parce que c'était un féticheur. C'est un féticheur. Et comme vous le savez, il a dit que la capitale de la Côte d'Ivoire s'appelle maintenant Yamoussoukro. Mais ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Yamoussoukro, c'est le nom d'une femme que lui, il appelle une reine.
mais qui n'est pas une reine. C'est-à-dire Kro, ça veut dire le village de Yamoussoukro, la reine. Baoulé, Yamoussoukro. Parce que tout le monde connaît Abla Pokou. On ne parle pas de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une femme qui était censée détenir un certain nombre de puissances et qui était capable aussi de nuisance. Eh bien, je puis vous dire que pendant qu'il dit qu'il est avec Dieu et qu'il a voulu faire cette cathédrale pour honorer la Vierge Marie, il fait des fétiches et des nègreries. Je parle du fouet. Donc, je dis que l'image du Houphouët-Boigny est une image idéalisée. On a transformé un traître en un homme qui aurait créé le RDA et aurait aboli le travail forcé. C'est qui Houphouët? C'est un planteur africain indigène qui s'est arrangé avec la France pour que le travail forcé soit transformé en ouvrier agricole avec des salaires de misère. Et ils allaient chercher les Burkinabés pour les exploiter comme on n'exploite pas encore un être humain. Voilà qui est Houphouët. Un homme qui fait l'exploitation du nègre par le nègre. Comment peut-on promouvoir un tel homme comme quelqu'un? On dit l'homme de la paix. Voilà encore un autre mythe. L'homme de la paix. Qu'il aimait la paix. Eh bien, il a tué plus de 4000 Ivoiriens dans le soulèvement du Guébié. On ne va pas nous raconter n'importe quoi. Hein? Parce que la constitution ivoirienne dit qu'on a le droit d'avoir plusieurs partis. Mais lui, il est pour le monopartisme de fait avec les colons. La complicité des colons. Alors, il y a un noir qui a dit non, je vais créer un parti. Le Parti national panafricain. Africain. Nyangbe Krabé. Et cet homme, il a créé le parti. Et Houphouët-Boigny a demandé aux troupes militaires françaises de réprimer le soulèvement. Plus de 4000 morts. Houphouët-Boigny a assassiné, avec l'aide de l'impérialisme français, le sénateur Ernest Boka. Houphouët-Boigny a assassiné Guillaume Bailly. Houphouët-Boigny a assassiné Moké, Jean-Baptiste Moké, qui est plutôt de la région de Kambassam. Kambassam. Il a assassiné. Et il a assassiné beaucoup d'anonymes. Houphouët-Boigny est un assassin, un criminel multirécidiviste. Si on peut nous montrer le contraire, qu'on le fasse à partir de ce live. Il faut en finir. C'est-à-dire qu'il faut déboulonner les faux idoles et réhabiliter les Mamadou Konaté, les gens qui ont sacrifié leur vie pour l'Afrique. Comment se fait-il que c'est le seul continent où on met sur les fonds baptismaux les traîtres? Comment se fait-il? C'est parce que nous sommes dans l'impunité pour les traîtres. Et c'est ce que la France a toujours voulu. Donc notre position, c'est la réhabilitation des leaders historiques du panafricanisme. Et cela doit se faire, quel qu'en soit le coût et les conséquences. Quel bilan peut-on faire en définitive du combat sans concession d'Awa Keïta pour l'émancipation totale et définitive de la femme africaine? C'est Awa Keïta qui est à l'origine du débat sur la condition de la femme africaine. Avant Awa Keïta, on n'avait pas dans les institutions politiques, dans les parlements, dans les réunions de l'Union africaine, dans les réunions de ce qui a précédé l'Union africaine, à savoir l'organisation de l'unité africaine, on n'avait jamais parlé des femmes. Je vais même plus loin. Non seulement on n'avait jamais parlé des femmes, mais on n'a jamais élu des femmes dans ces institutions avant Awa Keïta. Awa Keïta a été député. Awa Keïta a défendu les femmes africaines dans les plus hautes institutions internationales. Elle est partie à Genève. Elle est partie partout pour défendre les femmes africaines. Et elle a dit, il ne faut pas une journée de la femme. Il faut que tous les jours, la femme soit défendue. Tous les jours. Et l'homme qui parle de la femme, alors qu'il opprime sa femme, ce qui est le cas de la quasi-totalité des dirigeants africains, c'est tout simplement un monstre. Il faut que les femmes sortent de l'idée qu'elles ont fait un enfant avec un homme. Elles sont prisonnières de cet homme jusqu'à la fin de leur jour. Non. Une femme qui a fait un enfant avec un homme, elle a toujours des liens avec cet homme. Mais
elle ne doit pas accepter d'avoir un lien et de pactiser avec la servitude domestique. La servitude domestique n'a rien à voir avec l'épanouissement du couple. Donc, elle a dit, si une femme est célibataire, il n'y a aucune honte. Parce qu'au moins, elle n'est pas mal accompagnée. Voilà. Par contre, les nègres qui disent qu'ils défendent les femmes et qui oppriment la femme, elle a horreur de ça. Comme elle a eu à le dire à Dakar, à un grand dirigeant africain dont je tairai le nom. Parce que ce grand dirigeant africain ne savait pas que sa femme était venue se plaindre à Awa Keïta de comment il la bastonnait. Donc il faisait des grands discours sur la condition de la femme. Oui, le moment où la femme devra maintenant prendre la parole. Et quand il a fini, Awa Keïta, qui était très provocatrice, bondit à la tribune en disant « Votre femme n'est pas en capacité, au moment où nous parlons, de prendre la parole, mais je serai sa porte-parole. Vous n'avez pas le droit de parler, vous, de l'émancipation de la femme. Parce que vous massacrez la femme dans votre propre domicile. » C'est direct comme ça. Donc tout le monde a vu qui il était. Et donc, qu'est-ce que les Africains font dans ce cas-là? Ils commencent à faire des gestes. Vous voyez, elle m'attaque. Vous voyez, elle m'attaque. Elle dit, je t'attaque. Et alors, réponds. Dis si j'avoue. Voilà. Donc, c'était une femme qui ne s'est plus remariée pour ne pas avoir à gérer un macho et un névrosé sexuel. D'accord? Elle a pris sa liberté pour pouvoir donner la liberté aux femmes. Et à partir de là, les femmes donnent la liberté à l'Afrique entière. C'est ça, Awa Thiam. Et pour moi, c'est une femme dont l'autobiographie est un best-seller. C'est-à-dire qu'il faudrait traduire ça dans les langues africaines, où il faut faire des vidéos sur Internet en lisant les textes. Vous voyez, si possible avec une voix de femme. Lire les textes et aussi les images de Awa Thiam dans les congrès du RDA, Awa Thiam dans les grandes rencontres internationales, Awa Thiam Keïta. Awa Thiam, c'est une autre, Malanga Fourchi. Elle a écrit La parole aux négresses. Elle a dit qu'elle va combattre les hommes noirs. Je crois que ça s'est terminé, son combat s'est terminé dans la confusion générale. Donc, pour moi, son combat n'est pas porté aujourd'hui par d'autres femmes. C'est dommage. Parce que tout ce que nos femmes font, c'est qu'elles attendent le 8 mars pour dire, ah, en fait, il y a deux dates que nos femmes attendent en fait. Il y a le 8 mars où on dit on va faire des réunions avec les femmes blanches pour l'émancipation de la femme. La femme, ça n'existe pas. Il existe des femmes avec des conditions différentes, des soucis différents, des problèmes différents. Donc il faut arrêter de dire la femme. C'est une manière de faire tout simplement de la phraséologie vide de sens. Et il y a une deuxième journée, c'est la Saint-Valentin. Donc les deux journées sont commerciales. Par contre, d'ailleurs, ça ne doit pas s'appeler la Saint-Valentin. Parce que ça prouve que la fête de l'amour, c'est pour l'homme. Ça devrait aussi s'appeler Valentine. Tu vois, non? Et d'ailleurs, si on sait bien qui est Valentin, on ne devrait même pas donner ce nom. Voilà. Mais bon, bref, ce que je veux dire ici, et c'est un message que je lance, il faut commencer ce que nous appelons Pan-African Homeschool. Tous les parents africains doivent acheter le livre du Djali 105 mètres. Et à partir de là, commencer à former les enfants à partir de l'âge qui a été indiqué sur le livre. Ce livre, je vais le reprendre tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on fasse les mêmes formations dans nos maisons. Pan-African Homeschool, l'école panafricaine à la maison. Moi, je dis même Kemetic Homeschool, l'école à la maison. Il faut commencer ça. Et il faut commencer d'abord que les enfants, si elles sont des filles, étudient les femmes noires qui ont porté le combat de l'homme noir. Avant de parler des femmes blanches, il faut parler d'abord de ton clan, de ta famille, de ta communauté, de ta nation. Nous, on défend toujours les autres. Commence par toi. Hein? Ta fille doit savoir qui était la reine Hatshepsut. Hein? Qui était Sarawina. Hein? Qui était la reine
Nitocris, hein, qui était la Candace Amani Renas. Voilà l'ouvrage. Merci. Voilà l'ouvrage. L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours, à partir de 10 ans. Mais elle a aussi d'autres ouvrages où on commence plus tôt, qui sont des manuels pédagogiques. Il se trouve que c'était une de mes étudiantes, d'origine guadeloupéenne, et qui a fait ce travail-là, hein, Jalissa Sekmet. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que nous devons faire les mêmes programmes. Parce que, vous voyez, ici, je vous donne juste un exemple. J'ai parlé de Keïta tout à l'heure. Eh bien, là, elle fait une fiche sur Soundiata Keïta. 1190, 1200 et quelques de notre ère. Elle parle de la bataille de Kirina. Elle parle de la charte du Kouroukan-Fouga, que vous appelez la charte du Mandé. Elle parle de tous les pays qui étaient dans l'empire du Mali. C'est-à-dire le Mali actuel, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie et une partie de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ajouterai une partie du Burkina Faso, elle a oublié. Donc, pour moi, ce genre d'ouvrage, elle parle de tout ce que Marcus Garvey a fait. Elle dit ça, c'est le drapeau des États-Unis d'Afrique. Voici les bateaux que Garvey emmenait pour libérer l'Afrique. Elle parle de tout ce que les différents mouvements ont fait. Elle explique pourquoi Martin Luther King dit qu'il lutte contre la violence et il a péri par la violence. Elle explique qui sont les Noirs américains comme Stokely Carmichael, Fred Hampton, c'est-à-dire les gens des Black Panthers et tous ces mouvements. Et ce qu'elle fait aussi, c'est le memento. C'est-à-dire il y a les frises chronologiques, toute la chronologie. Nous-mêmes, on ne connaît pas les dates. Hein, et elle met ce qu'il faut retenir. Synthèse. Chaque fois, synthèse. C'est pédagogiquement parfait. Hein? La perfection n'existe pas. Mais c'est proche de la perfection. Je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité pour qui que ce soit. Je ne fais pas les choses par complaisance. Suivant. 10e et dernière question. En ce qui vous concerne, quelles leçons essentielles tirez-vous de votre lecture méthodique de l'autobiographie de Awa Keïta? Je pense, et je ne crois pas pouvoir être démenti sur ce point, que dans tout ouvrage, il y a des interrogations qu'on y projette. Et à partir de ces interrogations, on obtient des éléments d'information. Mais toutes les informations qu'on obtient ne sont pas des opinions. Parce que les informations sont des éléments de réponse que vous devez vous-même ordonner pour faire votre propre opinion. Mais ce qui est important, c'est quand même de voir si dans ces informations, il est possible d'hiérarchiser les informations. Parce que toutes les informations n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même qualité, n'ont pas la même rigueur. Donc, pour moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le véritable combat de quelqu'un, ce n'est pas des formules ou des slogans. C'est un testament. Dans testament, nous avons testa, qui veut dire en tête. Et nous avons mantum, qui veut dire message. Donc, si tu dois mourir, on doit mettre un message en tête de ton combat. Épitaphe. Quel serait alors ce message? C'est ça le problème. Moi, je dis que chacun a son vécu. Mais même ceux qui n'ont pas vécu. Mais il y a quand même une chose. Il y a quand même une chose. C'est que la femme laisse un message.
Et ce que j'ai reçu, le testament, le message testamentaire d'Awa Keïta, c'est ceci. Toute femme est une mère, c'est-à-dire un être humain qui donne la vie à un être vivant et qui doit l'accompagner sur le chemin de la vie en lui apportant tendresse. C'est cela que la mère berce son enfant en lui apportant vitalité physique. C'est pour ça que la mère allaite son enfant. En lui apportant aussi des comptines, des contes et des cantilènes, des chants. Ce dont moi je me souviens le plus, c'est les chants que ma mère me chantait. Mais l'héritage le plus important, par lequel l'homme s'affirme en tant qu'homme, l'être humain je veux dire, c'est la langue que la mère lui parle. C'est pour ça qu'on ne dit jamais la langue paternelle. On dit toujours la langue maternelle. Quelle est ta langue maternelle? On ne dit pas quelle est ta langue paternelle. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est la femme, la mère, qui apprend à l'enfant l'amour de sa langue. Or, un être humain ne peut pas penser africain dans une langue qui n'est pas africaine. En d'autres termes encore, je vais plus explicite, un être humain ne peut pas savourer les délices des langues africaines sans développer une pensée qui cristallise la vision du monde de l'Afrique. Donc la langue est la cristallisation de la vision du monde des peuples. Donc, lorsque tu parles français et que tu dis que tu écris un roman africain, en fait, c'est une ruse. Je l'ai dit à Mabankou et à tous ces nègres. Donc, le problème le plus important, c'est que les Africains doivent, s'ils veulent suivre Awa Keïta, parce que ces discours, elle les faisait en Bambara, en Malinké. C'est terrible. J'ai les vidéos. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Elle fait des discours politiques comme si elle était en train de faire un conte pour les jeunes, les bébés. Mais comment pouvez-vous faire un discours politique qui soit un conte? C'est du jamais vu. Donc c'est la première chose que je veux dire. La femme que vous avez, même votre femme qui est avec vous là en ce moment, votre épouse, c'est l'image de votre sœur. C'est pour ça que les anciens Égyptiens appelaient leur femme ma sœur de cœur. Et je n'ai pas d'expression plus belle. Les leucodermes disent ma moitié, hein, ma chérie. Chérie, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut dire celle qui va valoir cher. Elle va te payer cher, tu vas payer cher. Mais ma sœur de cœur, c'est magnifique. Bon, donc, la femme, c'est l'image de la sœur. Mais le plus important, ta femme, c'est l'image de ta fille. Vous savez, moi, ces derniers temps, je me surprends à appeler ma femme bébé, mon bébé. Elle dit, mais pourquoi tu m'appelles bébé? J'ai dit, parce que tu es l'image de la fille que je n'ai pas eue. Mais que je commence à entretenir l'espoir que, grâce à toi, j'aurai la petite Néfertari dont je rêve. Elle a dit, bon, tu as dit ça, ça suffit, tu dois l'avoir. Parce que la sincérité d'une telle profession de foi l'a vraiment touchée. Comme elle est la sœur de cœur, ça a touché son cœur. Donc, la femme, c'est d'abord la projection de l'image de la mère. Qui peut, s'il est vraiment africain, s'il a des valeurs, qui peut outrager sa mère? Je sais qu'il y a des gens qui le font. C'est la preuve qu'ils ne sont pas africains. Ils n'ont d'africains que la mine et le teint. Mais pour le reste, ce sont des nègres leucodermisés. Et je l'ai toujours dit.
Parce qu'un aigle le modernisait comme Houphouët-Boigny. Comment il a traité ça, sa mère? Hein? Est-ce qu'on nous le dit, nous? Comment il a traité ça? Est-ce qu'on connaît même le nom de sa mère? Qui connaît le nom de sa mère ici? Dites-moi. Ce sont des gens qui font comme si leur mère était un être fantomatique. Hein? Hein? On ne parle jamais de leur mère. Au moment de l'intronisation, à l'Élysée, il paraît que la mère du président Macron était dans la salle. Hein? Il paraît. Personne n'a vu sa mère. Elle était dans la salle. Est-ce que c'est normal? Celle qui a mis au monde, elle est invisible. Qui connaît la mère de Jules César? Personne. Qui connaît la mère de l'empereur Dioclétien? Personne. Qui connaît la mère de l'empereur Caracalla? Personne. Qui connaît la mère de César? Pourtant, on connaît César parce qu'il a fait l'épopée de la guerre des Gaules. Est-ce que dans son livre sur la guerre des Gaules, il y a le nom de sa mère? Jamais. Eh bien, je vais finir en disant ceci. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Soundiata Keita, l'ancêtre de Awa Keita, j'ai parlé de sa mère, Sogolon, Marie Jatta. Pourquoi? Parce qu'on ne disait pas Soundiata, fils de son père. On disait Soundiata, fils de sa mère. C'est comme ça que l'Afrique était. On disait toujours le nom de la mère. Les patronymes n'existaient pas. Ce qui existait, c'est le nom de ta mère. Et c'est ce nom-là qu'on a même réussi à faire disparaître. Le message d'Awa Keita, c'est qu'il faut que les femmes retrouvent leur nom. Ça s'appelle des matronymes. Deuxièmement, il faut que leurs femmes retrouvent leur statut. Statut juridique, statut économique, statut politique, statut intellectuel, statut éducationnel. Troisième chose, il faut que les femmes soient représentées dans un parlement bicaméral. Un parlement où elles peuvent discuter dans leur chambre de leurs problèmes spécifiques. Un parlement où les hommes discutent de leurs problèmes. Et ensuite, une structure, coordination, où on discute des problèmes des deux. Dans le consensus et dans la complémentarité. Dernière chose, il faut que la femme, ce soit une femme qui dirige le premier gouvernement des États-Unis d'Afrique. Une femme doit diriger. Bon, moi je sais qui va diriger. Bon, quand je dis comme ça, Narmer fait un geste pour dire qu'il va encore sortir quelque chose de bizarre. Eh bien, c'est ma fille que ma femme a projeté de me faire. C'est-à-dire la princesse Nefertari. Covid Nefertari Rekmire. Est-ce que c'est... On peut finir sur ça? Complètement, on peut finir sur ça. Non, on finit sur Hotep. Hotep. Hotep Jambo. Mbote. Mbote Nayo. Mbote. Hotep Mbote. Ok, merci Kovi pour toutes ces lumières qui nous ont permis de parcourir les 10 questions grâce auxquelles vraiment la figure de Awa Keita va dorénavant nous être familière. Nous n'allons pas rechigner sur le moindre moyen pour mettre en avant cette œuvre dont le contenu est d'une densité dont tu viens de nous révéler les détails. Voilà, on va pouvoir annoncer peut-être le programme de la semaine prochaine. Oui, je pense que d'ores et déjà, le week-end sera chargé. Donc samedi, nous avons Doumi Fakoli qui, à partir de 15h, vient nous traiter du thème « Comment renouer avec la spiritualité africaine ». Et dimanche, nous recevons Lasconi qui viendra faire une projection débat sur l'une de ces dernières réalisations qui a pour thème « Même bas sur l'or d'Afrique ». Voilà. Et donc, je propose la semaine prochaine, puisque nous allons enchaîner tout de suite sur le problème de la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville. Donc, on va garder les mêmes dispositifs. Le lundi, je me propose de traiter
de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Hein, lundi. Mardi, je le ferai sur la RDC. Mercredi, je le ferai sur le Togo. Jeudi, ce sera sur le Tchad. Et vendredi, nous allons clôturer avec l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, ce que je puis dire. Ok. Ok, merci. Nous allons donc pouvoir continuer tout à l'heure avec la conférence prévue pour la soirée qui doit nous amener sur la franc-maçonnerie au Congo. À très bientôt.